Salut Théo, j'espère que tu vas bien. Du coup, l'idée de ce podcast, donc ça va être de vous présenter un petit peu la chaîne Stareo Scale. On va faire pas mal de podcasts, que ce soit Théo et moi, que ce soit Théo, moi et des clients, avec des concurrents, de savoir un petit peu ce qu'ils font, qu'est-ce qui fonctionne pour eux. Donc l'idée là vraiment de ce podcast, c'est de vous apporter full valeur, comment nous-mêmes on arrive à atteindre les résultats qu'on a actuellement, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aller chercher de plus gros résultats, idem pour nos clients. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer du coup toi un petit peu Stareo au niveau, parce que c'est toi qui l'as développé Théo, moi je t'ai rejoint après. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup toi comment c'est venu cette idée et comment t'en es arrivé, quels sont les, voilà, rapidement ton parcours sur Starion. Ok. Ouais, globalement, j'étais dans un job freelance où je faisais de la production. La boîte avec laquelle je faisais de la prod a coulé. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je repasse un truc de moi-même. J'avais essayé de faire plein de trucs avant, de création de site web, etc. J'ai vu un mec aux US faire de la lead gen sur des salons esthétiques. Je commençais à faire du call sur Google Maps. J'ai eu mes premiers clients comme ça. Et rapidement, en 3 mois, je passais d'un truc où j'étais vraiment à zéro à 10 000 euros par mois en faisant avec une offre à 750 balles par mois. Tout Ok, simplement. donc tu as trouvé toi là, du coup au tout début, tu as trouvé vraiment tes 10 premiers clients ou tes 5 premiers clients en faisant du call call, donc sans aucune stratégie, sans publicité, sans CRM, sans rien, juste en faisant du phoning pour derrière aller chercher cet objectif là. Ouais. Ok. Et le truc, c'est que je passais pas beaucoup de temps en plus. Je passais 1 heure par jour. Je scrapais 20 contacts. Et avec 20 contacts, j'avais des super taux où j'arrivais à avoir la moitié des personnes au téléphone. Et sur cette moitié de personnes au téléphone, j'arrivais à booker une autre moitié. Donc j'avais 5-6 rendez-vous par jour en faisant les call calls. Magnifique. Et donc du coup, ça, t'as fait ça pendant combien de temps? C'était 1 an et demi? T'as fait ça pendant 1 an et demi? T'as mis beaucoup de temps aussi à sortir la Je formation. fais ça pendant 1 an et demi. Ouais, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. En même temps, l'offre, elle évoluait. J'avais une offre, comme je te dis, à 750 balles par mois. Je prenais ultra soin des clients. Et ça m'a permis d'avoir un recurring très rapidement à 5 000, 10 000 balles par mois. Après de là, je suis parti à Bali. Mais et après, derrière, après, les perspectives ont changé. En France, j'étais le roi avec 10 000 balles par mois. À Bali, les perspectives elles changent un petit peu, comme j'imagine dans d'autres secteurs. Et du coup, 10 000 balles par mois, comment on fait 50, 100 000 par mois. Et après, on s'est rencontrés au moment justement où j'avais cette réflexion de scale. Ouais, on s'est rencontrés vraiment par hasard dans un hôtel à Bali, je crois que c'était en plein après-midi, je crois vers 17 h. On s'est retrouvés, moi je bossais sur d'autres projets et à ce moment-là, pareil, le fait de pouvoir, on s'est eu en contact pendant quand même 6 mois avant que je puisse te rejoindre, non? C'était quoi? C'était 4-5 mois, on a échangé, moi j'avais mon projet, effectivement, moi ça, j'ai eu des problématiques, etc. D'où le fait que toi, de ton côté, pour Scale, tu avais forcément des besoins et donc du coup on s'est rejoint comme ça, il me semble. C'est ça? Ouais, ouais. On s'est rencontrés à l'hôtel. J'ai vu que tu bossais sur un Notion et que t'écrivais en français. On commençait à parler. Et, euh, et après, derrière, ouais, au bout de 3-4, on a continué à échanger. Au bout de 3-4 mois, tu avais fait ton premier close, je crois, sur le CRM. Ouais, ça matchait directement même au niveau de la vision. Et directement, je me suis mis, c'était quand? C'était ouais, il y a un peu plus d'un, ça, on va dire ça fait 1 an. Après, directement, je me suis implémenté dans le processus. J'avais directement la même vision que toi, donc forcément pour aider les clients, etc. Je crois que c'était au bout de, ouais, au moins une semaine, 2 semaines. Je me rappelle encore de ma première vente. Et du coup, on arrivait, là on est parti. Toi, au moment où je t'ai rejoint, du coup, on faisait combien exactement? Au moment où on a commencé ensemble, on venait de lancer des ads. Donc on partait du truc où on scrapait sur Google Maps en cold call, full cold call, parce que j'ai toujours un canal d'acquisition. Au moment où on a lancé les ads, donc on tournait à 15 000 par mois au moment où tu es arrivé. Ok. Et donc là, du coup, effectivement, là, on en est aujourd'hui à un moment où on arrive à stabiliser les 40. Là, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher les 100 et les 200 avant la fin d'année. Et tu vois, ça me fait rire, effectivement. Tu me parlais que tu avais fait 10K pendant au moins 1 an avec du call call. Et tu vois, aujourd'hui, la problématique, du coup, ça rebondit sur ce sujet. La problématique aujourd'hui des gens, c'est que il y en a beaucoup qui ont la flemme, tu vois. Genre, quand tu vois, il y a des gens, tu leur dis, bah, faire du téléphone avec des leads qui sont, quoi qu'il arrive, intéressés. Mais tu vois qu'il y en a quand même pas mal qui ont la flemme de les appeler. Et tu dis, aujourd'hui, les gens, ils veulent faire de l'argent, mais ils sont paresseux, tu vois. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Non, mais je crois que c'est ça qui a matché dans l'état d'esprit d'ailleurs aussi, parce que je pense que tu as trouvé une vérité dans le moment, dans ce que je t'ai exprimé. C'est parce que pareil, toi tu faisais du setting à ce moment-là, je me rappelle sur Insta pour ton offre, et tu essayais de mettre en place, et on le fait tous, tu essayais de mettre en place des stratégies pour faire moins de setting, du coup déléguer à un closer, du coup mettre des automatisations en place, et je te disais, mais mec, tes taux de closing ils sont bons, tes taux de prise de rendez-vous ils sont bons, tu as juste à continuer à faire du setting comme tu le faisais, et à continuer à appuyer là-dedans. Et c'est cette mindset fucked up dans lequel on rentre tous. J'y suis actuellement, par exemple, dans lequel on essaie de trouver des raccourcis. Là, ça matche pas et on est dans une distorsion de la réalité par rapport à comment on atteint des objectifs. Et de toute façon, ça se retrouve partout, dans tous les domaines de la vie, dans la façon dont on fait dans la façon dont on agit dans la vie. Tu regardes le sport, tu regardes la façon de tout faire. Et,
Et ouais, je me rappelle plus ce que tu me disais, ce que c'est la question exacte. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui sont fucked up effectivement par rapport à ça. Alors qu'en réalité, les choses elles sont simples, beaucoup plus simples qu'on le pense. Et tu passes 20 calls par jour, tu as 50% de réponse. Sur 50% de réponse, tu prends 50% de rendez-vous. Et tu continues comme une brute comme ça. Ouais. Alors c'est sûr, si t'as pas une bonne offre, si t'as pas une bonne offre, si t'as pas un bon truc, ou quoi, ça marchera pas. Mais si une fois que t'as des trucs qui sont calibrés, qui sont bien calibrés, mais t'as juste à pousser. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait que là tu sois allé toi directement dans les centres de formation? Parce que tu scrapais, tu m'as dit dans l'esthétique. Qu'est-ce qui fait que tu sois pas directement allé sur les infopreneurs? Comment t'es arrivé justement à aller cibler des centres de formation, te dire voilà ça fonctionne et donc du coup je vais target tous les centres de formation en France? Bah, je vais pas te mentir. Après, c'est un mix des deux. Moi, c'est un peu comme un tour de magie. Je vais pas te mentir, je vais pas faire un truc en mode ouais, vas-y, j'ai complètement réfléchi au truc et mon plan il est parfait. Et ça revient à ce qu'on a. Je me suis dit, vas-y, j'ai réfléchi à la niche, j'avais tout identifié, je me suis dit directement ça va marcher. Non, c'était un mix des deux. C'était un mix de hasard et un mix de réflexion à la base. Parce que je me suis quand même pris la tête au départ en prenant les choses avec du recul. Pour te donner une idée, je suis allé sur Google et j'ai regardé dépenses, secteur de dépenses des Français annuels, trucs comme ça. Ce qui me permettait de voir où va l'argent des foyers. Et genre, tu avais un truc en mode sur un foyer, les Français dépensent 20% dans l'alimentation, 20% dans le logement, 30% dans Z, et il y avait une part genre en mode pour l'enseignement et la formation qui était assez importante. Bon, après, la réflexion était simple. Ok, il y a du CPF, les centres de formation esthétique ils ont des gros paniers moyens, donc ils peuvent se faire facilement beaucoup de fric, et les aider à trouver des clients, c'est assez facile, parce qu'une fois qu'ils ont un client au téléphone, il y a le CPF derrière, la friction pour signer, elle est simple. Donc, c'était un petit peu, j'ai pris beaucoup de temps pour détailler ce que je viens de dire là, mais voilà, la réflexion elle est simple à comprendre. En gros, je peux facilement les aider à avoir plus d'argent. Ouais. Donc c'est mieux. Mais ce qui est magnifique, tu vois, c'est que même tu prends nous sur notre marché, il n'y a pas énormément de concurrents. T'en as quelques-uns, tu vois, t'as Digital Browser, t'as Kodak qui sont des grosses structures, mais t'en as pas vraiment qui sont axés sur centres de formation. Donc ils nous laissent aussi, tu vois, un océan bleu. Et aujourd'hui, ce qui est bien avec les centres de formation, c'est que par rapport à des infopreneurs, par exemple, c'est que les centres de formation, tu vois, ils ont une expertise. Tu vois, contrairement à des infopreneurs qui vont vendre des choses qui sont concrètes, mais il y a aussi pas mal de bullshit, c'est que les centres de formation, ils ont une grosse expertise, mais du coup, leur problématique majeure, c'est la visibilité. Et donc forcément, demain, tu vois, on a des clients qui ont des grosses offres qui sont vraiment qualitatives sur le marché français. Ben, s'ils ne sont pas visibles, forcément, il n'y aura aucun résultat derrière. Tu vois. Moi, je prends l'exemple, par exemple, d'un restaurant. Demain, tu as un restaurant, ça a beau être le meilleur restaurant du monde. Si tu n'as pas de vitrine devant et que tu as des poubelles, etc., il n'y a personne qui va rentrer. Et donc, forcément, personne qui va découvrir que c'est le meilleur restaurant du monde. Donc, forcément, aujourd'hui, la visibilité, c'est essentiel, que ce soit en organique ou en publicité, pour justement avoir du chiffre d'affaires, tu vois. C'est au-delà de ça, c'est encore plus profond que ça, je pense, parce que tu reprends l'exemple du restaurant, effectivement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fucked up par rapport à ça. Peut-être pas notre génération, et encore que, parce qu'un restaurant, la value, elle est facile à voir. C'est-à-dire que tu vas dans le restaurant, tu as envie de bouffer, ta value, c'est je vais bouffer un truc qui est bon, qui me fait du bien, tu vois un menu, ça a l'air bon, tu rentres dedans et tu as ta value directement. Alors que déceler la value dans un centre de formation, tu es obligé, non seulement tu n'as pas de vitrine physique dans laquelle les gens passent naturellement, mais en plus de ça, les gens, quand ils s'arrêtent devant ta vitrine, ils ne voient pas la value directement. Et donc, tu es obligé d'avoir un contact avec des personnes pour pouvoir délivrer cette value. En tout cas, mettre des stratégies en place pour pouvoir montrer ce que tu vas leur donner à manger et faire en sorte qu'ils se disent ah ouais, ça nourrit en profondeur, ma personne plus que je le pensais. Et au-delà de pas assez de visibilité, c'est que de manière générale, le point sur lequel il faut le plus travailler, c'est que nos clients aujourd'hui et notre cible, elle se focalise pas du tout assez sur la partie commerciale. Ouais, et c'est ce qui est le plus souvent, hein. Actuellement, même tu prends des clientes que tu as depuis un petit moment là, et tu vois, tu as des grosses transfos quand même, hein. Et tu te dis à partir du moment où la focalisation, et tu vois, on a encore des clients aujourd'hui qui veulent déléguer trop rapidement, alors qu'ils ont les capacités, ils savent comment vendre, et qui veulent vendre avant qu'ils fassent, tu vois, on le voit aujourd'hui, il y en a, ils veulent vendre alors qu'ils font 5 6 000 euros par mois, c'est pas la priorité. Pour moi, c'est d'aller chercher 15, allez, 10 15 000 avant de déléguer à la partie commerciale. Il faut que tu aies des process qui sont clairs et détaillés. Il faut d'ailleurs aller chercher voilà, facilement 30 40 voire même 100 150 comme des clients qu'on a aujourd'hui qui ont compris ça et derrière qui sont allés chercher les chiffres qu'ils voulaient dès le début. Ouais, il y a un temps pour tout. 90% des gens, effectivement, ils veulent y aller trop tôt. Après, on a eu des cas de clients qui ont loupé le bon coche. Ils arrivaient à faire 15, 20, 30, 40 solo.
Et ils voulaient pas appuyer sur le bouton pour augmenter, scaler les budgets publicitaires et recruter un closer après derrière parce qu'ils avaient un peu la flippette. Ouais, bah c'est notre cas en soi aussi, tu vois. On a Nous, les deux cas. actuellement, on fait 40, on n'a toujours rien délégué. Justement, là, l'objectif, c'est de pouvoir déléguer. Justement, aujourd'hui, toi, ce serait quoi ton point de vue là, actuellement là? Si on se dit, on s'est fixé nous un objectif tous les deux là, d'aller chercher 200K avant la fin d'année. Là, toi, c'est quoi ton plan d'action? Parce que ça pourra potentiellement parler des gens qui sont dans la même situation que nous, même des gens qui sont au début et qui se disent, ok, comment je peux aller chercher 200K? C'est quoi, toi, ton plan d'action aujourd'hui pour qu'on aille les chercher actuellement? Ouais, 200 cas mensuels, je précise. Mais le plan d'action, il a été créé sur le long terme, mais globalement, je pense qu'il faut essayer de simplifier les choses. Là, aujourd'hui, je te parle, par exemple, je sais que je suis fucked up. Je suis dans un mindset, je suis dans un mindset, je suis fucked up. Je suis pas au maximum de ce que je peux être. Ça fait partie du jeu. Mais pour aller chercher ces 200 cas-là, je pense qu'il faut rester dans la même configuration des choses. Les choses sont simples. Le chiffre d'affaires aujourd'hui d'une boîte, il est représenté par le chiffre d'affaires, le panier moyen, pardon, que tu as avec tes clients, fois le nombre de clients que tu vas avoir. Et tu peux pas déroger à cette règle-là qui est très simple. Bon, bah, ok, comment je fais pour maximiser fois le churn, fois le récurrence client, si tu as un produit qui se vend en recurring après derrière. Comment je fais pour maximiser le panier moyen et comment je fais pour maximiser le volume de clients. Et intrinsèquement, en fait, il y a un point commun avec tout ça, ça va être l'offre, parce que l'offre, elle répond à plusieurs critères. L'offre, elle répond à l'offre qui contient la valeur perçue, la valeur réelle, ce que tu apportes à tes clients, et la manière dont ils le perçoivent, la transformation que tu vas pouvoir leur apporter. Elle répond à tout, l'offre, parce qu'elle répond à la fois au panier moyen, elle répond à la fois au volume client indirectement, parce que si tu as une bonne offre, bah, tu vas avoir une capacité de traction qui est beaucoup plus forte, et tu vas avoir une capacité de show-up en rendez-vous qui va être beaucoup plus forte, parce que tu touches à un intérêt qui est profond quand tu as une bonne offre, et que tu arrives à bien délivrer la value qui est en termes de cette offre-là, enfin, perceptible, et il va améliorer les taux de closing après derrière. Donc tu as le pilier commun qui est l'offre. Une fois que tu as une bonne offre, une fois que tu as présenté une bonne offre, il faut aussi une bonne delivery, ça va permettre ton recurring, et puis après, tu as juste à pousser sur le bouton qui est le côté volume client, c'est comment j'attire à moi un maximum de personnes, rendez-vous de vente, nombre de rendez-vous et nombre de prospects au départ. Et je pense que c'est entremêlé, voilà, cette vision, et c'est comme tout dans la vie, c'est-à-dire tout paraît simple à un certain niveau, et quand tu es face à certaines choses après derrière, tu peux te trouver assez facilement des difficultés. Et comment rééquilibrer à chaque fois, comme les deux éléments qui sont des pôles opposés, ça truc, comment rééquilibrer pour aller vers une croissance. Je pense que C'est ça, en fait, on n'est pas loin à la fois. Parce que tu vois, tu te dis par exemple, là, en soi, on sait qu'on a X prospects et on n'a jamais trop augmenté le budget publicitaire. Tu vois, là, depuis les 6 derniers mois, on a toujours mis le même budget. Ouais. Et on sait qu'actuellement, notre priorité, c'était le delivery. Et tu vois, si tu prends la moyenne et même tous nos clients, aujourd'hui, ils ont des putains de résultats. En fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, actuellement, même en termes de delivery, je sais même pas s'il y a des gens qui peuvent s'aligner avec nous. Pourquoi? Parce que quand tu vois, par exemple, ce qu'on fait en call, même avec, tu vois, par exemple, Katia, tu vois. Genre, client directement qui a fait une première vente dès son premier jour. Ouais. Parce qu'on prend en compte cette complexité, justement. Parce qu'on prend en compte l'intégralité des facteurs, des variables qui créent la complexité. Parce que tu as beau justement dire à quelqu'un, bah, pour faire 10 000 euros par mois, il suffit de faire 20 call par jour et passer à l'action. Ah, mais c'est que tout le monde peut le faire presque. C'est que du mindset. Parce que regarde, par exemple, Katia, elle a fait une vente le premier jour. C'est un truc que je déteste à la base, justement parce qu'il y a ce truc-là de simplicité. Il faut faire les choses, mais en réalité, dans la vie, tu regardes tous les jours, on est tous conscients de ça, et on a tous traversé des périodes comme ça. Les choses les plus simples, qui nous paraissent les plus simples, et qui ont le plus de leverage, sont souvent les plus compliquées après derrière. Je sais très bien, par exemple, je suis dans une période où je sais très bien que ce qu'il me faut pour avoir un mindset qui a une perspective des choses, simplement une perspective d'ascendant qui est à un bon niveau, simplement pour être en forme, bien réfléchir, avoir une bonne mémoire, etc. Me coucher tôt, bien manger, faire du sport, c'est pas pour autant que je peux m'auto-fuck up là-dedans. Et c'est la complexité à prendre en compte. Et on va jusqu'à là, c'est-à-dire qu'on va même prendre cette responsabilité, nous, avec nos clients, en disant, si tu signes pas aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'appelles pas tes prospects? Ou quand tu les appelles, qu'est-ce qui fait que tu le fais à moitié dans la façon dont tu leur parles, dans la façon dont tu livres, etc. Et on va suivre ces clients jusqu'à là, en profondeur, pour faire en sorte c'est une partie dépendante, pour faire en sorte de s'assurer qu'il y a des résultats après derrière. Et c'est ça qui fait la différence avec l'intégralité des autres agences. Parce que non seulement on ne se contente pas d'apporter des leads, on met en place tout ce qu'il y a derrière après là, mais on vient creuser le plus en profondeur possible. Ouais, et on le voit directement, tu vois, là, à chaque fois qu'on fait des appels de consulting, par exemple, pour faire du call avec eux, avec des leads qui sont dans leur CRM, généralement, moins d'un jour après, ils font des ventes. Parce que derrière, on leur débloque la partie, soit c'est au niveau du discours, au niveau du mindset. Parce que le truc, c'est qu'ils croient tout en leur offre.
d'un côté, il y en a qui sont pressés, ils se disent que ouais, au bout d'un jour, 2 jours, s'ils n'ont pas de résultat, c'est le système qui ne fonctionne pas. Alors c'est juste que il y a forcément un facteur X ou Y qui fait qu'ils n'ont pas signé. Et une fois qu'on le corrige, et à chaque fois on corrige au fur et à mesure, les résultats en fait ils tombent, tu vois. Ouais, mais pour les dirigeants d'agence, ça c'est tout un cheminement. Parce que je repense, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé, quand j'ai les numéros par mois, que j'avais 6, 7 clients, 8 clients, c'est hyper dur mentalement. Parce que maintenant, on a ce recul-là de pouvoir assumer la responsabilité de ce qui se passe dans la vie, des complexités des choses. Mais quand j'ai commencé, je me disais, OK, j'envoie des leads à ce client-là, et c'est les mêmes leads. Comment ça se fait que ce client-là arrive à faire 10, 20, 30, 50 cas par mois avec la stratégie, avec la même stratégie, comment ça se fait qu'un autre qui n'y arrive pas? Dire, bon, bah vas-y, c'est parce que mes publicités, je les ai mal configurées ou les visuels sont mal sur cette campagne. Parce que... Et au lieu de s'attarder là-dessus et de se dire, en fait, sur 8 clients, j'en ai 5 qui sont en difficulté, un qui réussit super bien et 2 qui sont moyens. Au lieu de se dire, bon, bah en fait, c'est de la merde et je laisse tomber, dire, ok, je me focalise sur celui qui marche super bien, j'essaie de comprendre avec celui qui marche super bien, essayer d'avoir des répercussions sur les autres. Et je pense que, pareil, il y en a beaucoup qui auraient laissé tomber à ce moment-là, et avoir juste l'habilité de prendre l'intégralité des infos pour pouvoir continuer à pousser. Ça paraît naturel. Et en soi, Et ouais, aujourd'hui, il n'y a c'est pas toi dans grand chose qui situation. change à part du coup la vision. Parce que tu vois, on a des clients qui ont des ROI qui vont de 10 jusqu'à des ROI genre de 26, tu vois. Et en fait, tellement Oui, justement que ça fonctionne, on a même des là, clients ça me paraît normal aujourd'hui. avec un ROI de 26 qui sont là à se dire, ok, ouais, c'est bien, mais on peut faire mieux. Alors que 26, tu prends Ouais. n'importe quelle offre sur le marché, avoir un ROI de 26, tu investis 1 euro, tu en ressors 26, euh, c'est énorme. Non, mais globalement, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a tellement poussé sur les choses que les clients qui fonctionnent pas, on le sait, sont ceux qui ont profondément, au fond d'eux, quelque chose qui fait qu'ils ont, on pourrait retranscrire comme pas envie, Ouais. qui feront pas les actions parce qu'on a appuyé sur l'intégralité des actions. Et effectivement, on a c'est encore des problématiques que je vois très bien à qui tu penses. Là, une personne qui m'a lancé il y a quelques mois, on a investi peut-être 4 000 euros en publicité, un petit peu moins, même 2 000, 2 000, 3 000, je sais plus. Elle a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires et bah, elle se rend pas compte. Et au lieu de push et de se dire, allez, je suis dans une situation qui est magnifique, au lieu de push, bah, elle stagne. Mais on est tous pareils. Ouais, bah, nous les premiers, tu vois. Là, on sait que on aurait dû Ouais. investir en publicité depuis bien longtemps. Et donc, du coup, le recrutement, je pense qu'on a pas mal insisté sur la delivery. La delivery, elle est plus qu'au maximum. Donc, derrière, l'objectif, là, c'est de push effectivement sur les nouvelles ads, sur du coup le recrutement, etc. Et moi, je suis convaincu, là, effectivement, là, dans les 2 3 prochains mois, que ça va aller vite, tu vois. Et on sait que fin d'année, Ouais. l'objectif, on s'est dit fin d'année 2027, c'est ça d'avoir 30 clients qui nous payent 3 000 euros d'MR chaque mois. Donc des clients qui sont satisfaits, des clients qui font tous 50, 60, 100 cas par mois. Et derrière qu'on se crée un putain d'MR de 100 000 euros. Ça, ce serait une masterclass. Ouais. Et En ça, si on 2026, arrive à le ça fait faire, 2000 euros. ça, je pense qu'on peut très rapidement être l'agence d'acquisition numéro 1 en France. Principalement, déjà que ce soit sur les centres de formation, mais sur les infopreneurs. Imagine si demain on arrive avec une force de frappe où on dit, ok, on fait 200 cas par mois et on a une force de frappe à 100 cas de MRR avec 30 clients qui nous payent 3 000 euros par mois. Imagine sur le marché. Ouais, bah alors je pense que ça nous paraît gros à notre échelle, mais bon, je pense tu regardes effectivement des Kudak ou qui sont plus poussés que nous au niveau technique et Ouais, qui parce vont, que c'est des qui vont vrais, avoir des ils plus ont des grosses possibilités. structures, ils ont des salariés, etc. Là, on parle, voilà, nous en digital, nomade, genre une agence qui Parce sort. que, pourquoi la différence? Parce qu'ils vont s'adresser à des grosses boîtes, parce qu'ils vont résoudre des problématiques beaucoup plus précises que nous, justement, et que nous, on va s'étaler sur des problématiques qui sont plutôt globales, et que eux, ils vont avoir en relation des chefs de communication, des chefs de projet en communication dans des boîtes avec lesquelles ils vont travailler, et nous, on va s'adresser directement aux dirigeants. Et ils peuvent se permettre de facturer 5, 10 000, 15 000, j'imagine 20 000, peut-être 30 000 balles, sur 30 000 balles, peut-être pas 30 000 balles mensuelles, mais des très très grosses sommes par rapport au type de client qu'ils ont après derrière. Donc, Ouais, pas sur le même c'est level, mais décorrélé. par rapport à notre level, ouais, effectivement, ça serait bien. Mm. Là, actuellement, ouais, recrutement. Là, au niveau du recrutement, c'est pareil, tu vois, nous, on a peut-être un peu tardé à recruter. Mais ouais, toi, t'estimes, on va dire, là, pour la majorité de nos clients, toi, à partir de quel montant t'estimes ouais, qu'il faut déléguer et que c'est mieux pour aller scaler très rapidement? Ça dépend de ton offre, après derrière. Ça dépend de ce que tu fais. Moi, je suis persuadé que tu peux montrer ça sur un SaaS qui tombe seul, et pas besoin de déléguer. Hein. Ouais, un SaaS, mais là, si on parle d'une offre où on a une expertise, on vend un produit transformationnel, et donc derrière, si on va chercher voilà, 100K par exemple, qui est sur pas mal de nos Moi, je pense clients. que le critère, c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire, je fais le maximum de ce que je fais au niveau de la partie commerciale. Et j'ai encore les opportunités qui traînent derrière. Et ça se retranscrit, nous, on retranscrit dans l'agence en disant, tant que vous ne faites pas 15 000 euros mensuels de votre côté,
il faut, ça peut être néfaste pour vous de vouloir recruter trop tôt. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une problématique de priorisation. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment depuis un mois, un peu plus d'un mois. C'est que les gens, tu vois, par exemple, je te prends des cas concrets de clientes qui vont avoir, de clientes ou clients qui vont avoir du coup leur job ou leur institut à côté. Et ils savent qu'ils ont du potentiel en centre de formation, mais ils vont pas prioriser et se dire, bah, j'ai pas le temps, donc je vais pas faire des actions et donc du coup pas avoir de résultats, plutôt que de se dire, ok, aujourd'hui ma priorité c'est de faire 100K ou 30K avec mon centre de formation, avec mon offre transformationnelle. Et donc derrière, je vais faire en sorte de pouvoir me libérer du temps, que ce soit avec mon job, peu importe, pour déjà commencer à avoir du résultat, pour lâcher au fur et à mesure leur job, tu vois. Et ça reste minime par rapport à nos clients aujourd'hui. T'en as beaucoup qui veulent déguer parce que du coup, ils sont plus dans le confort de se dire, bah, j'ai mon job à côté, mon institut ou mes prestations de service, j'en sais rien. Et que du coup, ils ont du mal à quitte à arrêter et se focaliser à fond sur le centre de formation. Et donc derrière, forcément, le scaling, il est beaucoup plus lent. Bah, le scaling, il vient, je pense, d'une envie, d'une volonté profonde. Et de toute façon, que ça soit que ça soit dans la vie professionnelle ou dans la vie perso, effectivement, si t'as pas de temps à dédier ou dans des trucs comme ça, tu vas tourner en rond. Et aujourd'hui, c'est facile de rentrer dans des trucs où bah, c'est la même problématique. En fait, la même problématique, on se rend compte d'une chose à ce niveau-là, c'est qu'à force de discuter avec les dirigeants, à force d'avoir des échanges aussi, c'est que la même problématique qu'on peut avoir quand on est au début, c'est-à-dire de se dire bon bah il faut que j'ai un site web parfait avant de pouvoir lancer, j'ai une super vision, il faut que mon logo, mes offres soient bien établies, etc. Et en fait tu fais pas d'appel client à côté et t'avances pas. Cette même problématique, elle se retranscrit à des échelles différentes après derrière, quand tu fais 50, 100 000, 150 000, 200 000 euros par mois, parce que même à 150 000 euros par mois, il y a des clients qui ont la potentialité de faire x2 et qui me disent, ben en fait, je sais pas, est-ce que ce serait pas mal que je lance une autre offre ou est-ce que ce serait bien que je fasse un truc comme ça? Non, t'es sur les rails, t'as tout qui va bien, continue à faire ce que tu fais, continue à pousser. Ouais. Tu penses que ça c'est quoi? C'est une question effectivement d'aller vite. Tu penses que c'est quoi leur problématique là à ce niveau-là? Moi, je pense que c'est une question de volonté je pense que c'est une question de volonté profonde. Je pense qu'aujourd'hui, derrière tous les mecs qui ont un nom sur YouTube dans le domaine entrepreneuriat, il y a des mecs qui comprennent très bien ce qu'on est en train de dire là et qui incarnent parfaitement ça, en se disant, bah, en fait, je sais pas, presque en état méditatif, si tu veux, ou te dire qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, pourquoi je le veux, et à quel point je suis capable de me focus là-dessus, à quel point je suis capable d'avoir de la concentration mentale là-dessus, et à quel point je suis capable d'avoir une vision par rapport à ça et me concentrer sur cette vision-là. Ouais. Je pense que c'est bien d'avoir un équilibre là-dessus en se disant, ben voilà, je fais tout pour pouvoir créer les conditions pour pouvoir y arriver, des conditions pas en mode bullshit, morning routine et tout, mais avoir une balance là-dedans où tu crées les conditions de l'esprit nécessaires pour avoir la vision et tu passes à l'action même quand c'est inconfortable. Ouais. Du coup, tu penses que c'est toi, c'est la vision, vraiment la vision des personnes qui sont vraiment pas forcément alignées avec ce qu'ils veulent et ils s'en rendent pas forcément compte? Ou tu penses juste leur vision elle est vraiment fucked up? Bah, le truc qui est complexe, c'est que tu peux avoir une vision à un moment et la détériorer aussi après derrière. Donc tu peux avoir un truc où à un moment donné, la personne, elle a une super vision, mais elle se déteste. C'est souvent ce qui se passe. C'est que tu as une personne qui a une super vision à un moment donné, mais que la vision, elle se fucked up au fur et à mesure après derrière. Et c'est la capacité à se dire, bon, bah, ok, je m'accroche, j'ai confiance, je sais que j'avais cette vision initiale, qu'elle est légitime, qu'elle est pure, entre guillemets. Même si je l'ai un peu brouillée entre temps, bah, je suis capable de continuer, je suis capable de la refaire naître et de cette fois-ci de reprendre un cheminement différent pour y arriver. Ouais. Dire, c'est comme tout en fait. C'est comme tout. Je sais pas, t'as un mec qui voit une plage, je prends souvent l'exemple du surf, mais t'as un mec qui a jamais surfé de sa vie, qui va à Bali et qui voit des mecs surfer, il y a un truc qui naît à l'intérieur de lui, il se dit putain, ça a l'air stylé, j'ai vraiment envie de faire ça. Et il va prendre une planche de surf, il va faire de la merde, il va prendre la mauvaise planche, il va même pas réussir à ramer, il va se péter la gueule, il va se faire mal. Et en fait, il va lui falloir des années avant de pouvoir atteindre la vision initiale qu'il avait, quoi. Entre-temps, il va kiffer aussi. Mais s'il s'arrête sur la première truc, c'est mort. Et la vision va se détériorer, parce qu'il va se dire, ah mais en fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'était pas bon par rapport à ce que j'ai ressenti sur le moment. Ouais, mais ça, je pense, moi, c'est la problématique même de tout entrepreneur qui commence. Aujourd'hui, tu prends l'échec majeur de personnes qui n'y arrivent pas. C'est des gens qui abandonnent soit trop vite. Je sais pas si tu as, la photo de l'image d'un mec tu sais, qui creuse et qui s'arrête juste avant les diamants, et en mode qui s'arrête, et tu sais, Ouais. t'as l'autre qui continue, et genre en mode les diamants sont juste derrière, tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois, par rapport à ça, moi, des fois, je suis l'impression, bah, tu vois, typiquement, là, aujourd'hui, j'ai l'impression de toi dans une situation où tu creuses, et des fois, parce que tu as plein de directions dans ta vie à un moment T.
tu creuses dans plein de directions différentes. Et je me dis des fois, peut-être que tu creuses euh, des fois contre des murs en titane et que ça sert à rien de creuser des fois. Des fois, il faut juste faire demi-tour ou alors changer de pioche ou changer d'outil ou complètement arrêter cette direction-là. Parce que tu as un mec, je sais pas, qui va lancer un business. Enfin, je suis content de ne pas avoir creusé dans le dropshipping, dans le papier toilette, tu vois. Ouais, mais moi c'est pareil, moi j'ai fait de l'e-com, du trading, du SMMA, j'ai fait vraiment plein de trucs. Mais je pense si effectivement à travers le fait on soit pas dans ce domaine-là, c'est que c'est pas forcément un domaine qui nous convenait aussi, tu vois. Parce que là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on stagne, on va dire, et on met les actions en place plutôt que de se dire bah on reste comme ça et bah les couilles, bah c'est qu'on est persuadé aujourd'hui qu'on peut apporter de la valeur au maximum pour nos clients et les faire vraiment scale au max. On a des clients quand même qu'on a passé de 0 à plus de 100K. Donc on est convaincu nous-mêmes que le modèle fonctionne pour nous. Donc on sait que déjà on prend plaisir à faire ça. Donc forcément, on joue pas au même jeu que si voilà, du dropshipping par exemple, moi à l'époque où j'avais lancé une boutique et en vrai j'avais fait ça parce que c'était la mode. Et en vrai j'en avais rien à branler, je savais même pas comment faire un site, j'avais payé, tu vois. Et donc du coup forcément déjà au niveau du mindset et au niveau de la vision, bah, elle n'est pas du tout à la même que là actuellement nous, tu vois. Nous actuellement on sait effectivement à fin Mais d'année dans tous les comment... cas, dans tous les cas, de toute façon, ce qu'on dit tout le temps, c'est que c'est trop bien en fait d'avoir commencé à faire du dropshipping, d'avoir commencé à faire des trucs et tout, parce que tu vas sur Canva, t'apprends à créer ton logo, t'apprends à créer ton truc et tout. Il y a des mecs qui vont performer là-dedans, il y a des trucs, c'est Bah pour eux, ouais. c'est pour eux, c'est bien pour eux. Ils vont avoir les stats marketing, ils vont kiffer scaler les publicités, ils vont kiffer mettre et ça va marcher. Et ils vont faire des chiffres qui sont énormes après derrière. Bah, j'ai vu Mais un je pense mec que là c'est qui a 20 aussi. piges, tu vois, il a lancé sa première boutique, tu vois, là, en moins d'un an, tu vois, il fait 70K en SEO, en ads, en Google Ads. Puis le mec, il a Ouais, essayé un truc, ça fonctionne, tu vois. Mais qu'est-ce ouais, qui il fait y que a ça des a profils, tu fonctionné? C'est vois. qu'il y a mis aussi du sien. Alors, il y a forcément le facteur chance qui rentre en compte pour n'importe quel domaine, mais s'il a réussi, c'est qu'il a mis du sien et c'est qu'il avait envie aussi qu'une personne comme toi et moi voilà, qui a essayé et qui n'a pas Non, persisté envie. aussi, tu vois. Ouais. Donc ça revient à une envie que tu as au fond de toi. Pourquoi nous on kiffe plus faire ça? Parce que je pense qu'on kiffe voir les transformations clients après derrière. Je pense qu'on trouve une boucle, on trouve des choses qui résonnent en nous par rapport à ce qu'on fait de manière générale. Et je pense que ça tient que à une perception des choses, une sensation, un feeling. Et je pense voilà, c'est cet équilibre-là où en fait il faut avoir une sensibilité par rapport aux choses aussi, mais qui est pas trop, qui doit pas tout diriger non plus. Et cette balance-là, voilà, je prends ma pioche, dans tous les cas je creuse. Ah, je sens que en fait là c'est un petit peu plus dur ou ça me convient pas ou je sais pas, il y a une odeur bizarre que j'aime pas trop au moment que j'avance dans mon tunnel. Bah, par rapport à ça, en fait, je me dis que je vais me diriger dans une autre direction Ouais. dans 2 ans. Et comment tu choisis du coup? Et comment tu sais du coup au niveau de la direction, à partir de quel moment il faut changer, ou effectivement il faut te dire voilà, faut persister. Genre par exemple, on a des clients, t'as déjà eu toi, on a déjà eu des clients Je pense que c'est comme tout. qui sont Je pense que arrivés c'est à un comme stade tout. où ils Je faisaient pense du que c'est. CA, ils ont eu une baisse, et là j'en ai déjà deux en tête et je pense que tu les as aussi, qui ont eu des putains de résultats, où il y a juste eu un coup de mou parce qu'ils ont eu X trucs qui arrivaient dans leur vie et ils sont descendus et il y en a un sur deux qui remonte la pente et l'autre qui va jamais repartir, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu continues après? Je pense, qu'est-ce qui fait que tu continues ou que tu persévères? Putain, je pense que c'est la question la plus difficile de tout ce que tu fais dans la vie. Et je pense que c'est encore une fois le ressenti. Ouais. C'est un truc c'est ce que tu es capable d'éprouver à ce moment-là. Est-ce que je sais, est-ce que je suis bien? Est-ce que je le sens bien? Est-ce qu'il y a un truc au fond de moi qui me dit, ah, top, c'est peut-être pas la bonne direction. C'est comme le why. Et Le why en soi, tu ouais, vois, on est tous censés avoir un why. Toi, tu es à Bali, moi, je suis à Dubaï. Pourquoi on est là? Parce qu'on a des trucs qui fait que ça nous passionne et on aime voyager. Et c'est pareil au niveau du client et c'est pareil au niveau du closing. Qu'est-ce qui fait que les gens ont plus de résultats? Si tu prends un Alex Chen dans l'e-com ou des mecs comme Mathis Chloé, c'est des mecs qui ont un why, qui savent pourquoi ils le font et qui savent que ben, ils ont une récompense à la fin de leur objectif, tu vois. Et les gens, pour moi, qui réussissent le plus, c'est des gens qui savent pourquoi ils le font et quel est leur plan d'action, même s'il leur manque justement des outils, qui savent où aller les chercher pour justement derrière avancer du mieux possible. Et on le voit. Là, nos mais clients je qui ont plus de pense que résultats, c'est des ça clients qui part d'un savent ce truc. qui leur manque. C'est expliquement, et je sais plus qui parlait de ça. Je crois que c'est Théo Lyon qui en parlait aussi. Et moi, j'aime bien la vision Nietzsche par rapport à ça. C'est être capable, ce que je disais par rapport au ressenti, c'est pas le mettre full émotionnel et prendre. Non, c'est qu'est-ce qui émerge de façon essentialiste au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi. Et dans la vie générale, pas par rapport au business, etc. Quand tu regardes un paysage, à quel point tu es capable d'éprouver les choses. Et ça, je pense que c'est la direction fondamentale. À quel point je suis capable d'éprouver des choses, dans quelles conditions je suis capable de les éprouver, et
à quel point je peux m'émanciper par rapport à ça. Et une fois que tu arrives à créer ces conditions-là, faire de l'argent pour avoir une indépendance, parce que tu comprends que tu es dans un monde aujourd'hui dans lequel tu peux avoir le choix et la vie peut être incroyablement magnifique. Elle est déjà incroyablement magnifique à l'instant T, mais elle peut le devenir encore plus et tu avances dans la direction dans laquelle tu as envie d'avancer, tu transmets, tu transformes des choses et tu délivres aussi la vision que tu arrives à avoir à ce moment-là, ce ressenti que tu arrives à créer intérieurement. Tu peux l'exploiter, tu peux le donner, tu peux le transformer en réalité. Je crois que c'est l'énergie qui permet d'avoir le plus de carburant. Okay. Je sais pas comment te dire, mais c'est peut-être propre à moi. Mais les moments où j'ai le plus avancé, c'est, je sais pas, quand j'ai déménagé de région parisienne, parce que je me suis dit au fond de moi, en fait, on peut avoir plus dans la vie. Et à ce moment-là, moi, ce qui me kiffait le plus, c'était le surf. J'ai déménagé à Biarritz, je sais pas ce que je vais foutre. Oh, ok, c'est un kiff intersidéral, ça naît à l'intérieur, et de cette énergie intérieure, j'étais dans un truc où depuis des années, j'ai essayé de lancer des projets dans tous les sens, ça marchait pas. Bam, au bout de 6 mois, je passais de 0 à 5 000 euros par mois. Parce que je pense qu'il y a eu ce truc qui se déclenche à l'intérieur. Après, il y a des mecs qui agissent, qui font différemment, qui sont capables de se focus sur 100% business, de se dire ça. Mais bon, ça, quoi. Ouais, on cherche tous une même finalité à la fin, qui est d'avoir quand même. Mais je pense pour moi, ça dépend ça dépend du pourquoi. Parce que tu vois, là, pour avoir fait des meet-up à Dubaï, t'en as, ils sont vraiment en mode bourrin, ils font que ça. C'est-à-dire que tu vois même un Marvin sur les réseaux, tu vois, il dit, il a une famille, tu vois, il dit genre, entre-temps, il fera pas de sport parce qu'il fait que du business. Pour moi, ça dépend aussi le why de chacun parce que tu vois, il y a des gens qui vont faire du business parce qu'ils veulent être millionnaires ou multimillionnaires, ils veulent avoir ça avant tel âge et que il faut qu'ils font du 13-14 heures par jour. Mais tu vois, moi par exemple, peu importe les chiffres où je sais que ça sera plus long, moi par exemple, je suis obligé de faire au moins 4 séances de sport par semaine, que ce soit du paddle, de la muscu. Genre, je me verrais pas là, lock-in, alors si je me verrais, mais il faut, tu vois, pour moi, et ça dépend de chaque personne, des moments où tu peux relâcher, penser potentiellement à autre chose et pas arriver où tu fais que ça, et un moment où genre même si tu fais 100, 200, 300 cas par mois, genre, ton corps il dit stop et en mode burn-out, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, mais c'est quoi le burn-out? C'est te rendre compte à un moment donné que tu as poussé dans une direction, parce que, et c'est ça tout l'équilibre à mettre en jeu justement. Dans un moment où tu es fucked up et que tu n'es pas aligné forcément avec ce qu'il y a comme truc à l'intérieur, à un moment donné tu lock-in. Tu lock-in sur ok, je suis bien, je sens cette énergie-là, c'est cette énergie-là qui me pousse à faire du fric, maintenant je lock-in sur cette direction-là. Je sais que pour faire du fric, il faut que je sois en bonne forme mentale. Mais est-ce que tu n'oublies pas quelques éléments de sensibilité? Qu'est-ce qu'il y avait réellement au fond de toi à ce moment-là où tu avais ce truc puissant? Est-ce que c'était pas aussi pour, je sais pas, moi c'est pour ça que je suis pas à Dubaï, là, pour aller surfer, pour passer des moments en nature, pour prendre du temps pour. Mais je pense que c'est important d'avoir une part des choses, de pouvoir avoir des moments de lock-in. Vraiment, genre là, il faut juste charbonner parce que il faut charbonner, c'est comme ça. On mettre des process en place pour que ça avance. La force, forcément, des moments où tu es obligé de lock-in. Si tu lock-in jamais, forcément ton business il va scale, mais vraiment de manière très lente, tu vois. Genre là, je suis persuadé que là, dans 3 mois, on fait 100K parce que là, on est en période où c'est que du lock-in et il faut qu'on charbonne. Si on veut mettre des process, si on veut avoir les meilleurs closers, il faut qu'on fasse des appels, il faut qu'on ait des process, etc. Pareil pour les CSM, donc forcément, ça passe par des phases où on est obligé de bosser 10-12 heures par jour. Si on ne le fait pas, on prendra juste du retard par rapport à nos concurrents, tu vois. Non, c'est clair. C'est clair. Et ça passe par un part d'équilibre que moi, personnellement, je n'arrive pas encore à manager à fond. Dans lequel tu dois avoir cette capacité de lock-in à un moment donné et cette capacité de choix de direction aussi. En disant, ok, je suis sûr qu'à un moment donné, même si là, au moment T, pas terrible, moi je lock-in et je me force à revenir sur un truc où c'est équilibré. Ouais, carrément. En tout cas, voilà, on est combien? On est 3 mars. Là, je pense qu'on se refera un petit podcast d'ici peut-être un mois ou deux. Là, voilà, pour faire un point, on a 40. Espérons qu'on arrive aux 100K, je pense, d'ici les 3 prochains mois, histoire d'avoir le plan d'action pour les 200 avant la fin d'année. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. En tout cas, on va faire notre maximum pour le faire. C'est ça qu'il faut se dire. Non, tu vois, je vais couper, je vais me relock-in en mode autiste et je vais configurer les pubs et les API de conversion et lancer les publicités. Ouais. Timo, il souhaite un petit mot de fin là, pour les gens qui arrivent jusqu'à ici. Pour qui? Je sais pas. Ça dépend. Les gens qui arrivent jusqu'à la fin de ce podcast. Moi, le truc que j'ai envie de dire pour personnes qui veulent se lancer dans un business d'agence ou dans n'importe quel business entrepreneurial, c'est de se dire, je pense que le truc fondamental, c'est, à contrario, c'est pas forcément le lock-in, mais c'est de trouver, parce qu'en fait, c'est ça qui crée de la friction, je pense, au début, c'est de trouver quelque chose dans lequel, enfin, par exemple, moi, ce que je me disais, pour finir là-dessus,
J'étais en région parisienne, je viens chez mes parents, 20 ans. Ouais, je dois faire 5000 balles par mois pour déménager à Biarritz et surfer tous les jours. J'ai essayé pendant 2-3 ans, au final, je suis dans un truc où j'ai le cul entre deux chaises, parce que si je suis honnête avec moi-même, ce que je veux vraiment au fond de moi, c'est surfer tous les jours. Et je me lock-in sur une condition qui est pas indispensable pour pouvoir accéder à ça. Donc, j'avance pas, il y a de la friction. Le moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me dis, je suis honnête avec moi-même, ce que je veux avant tout, c'est pouvoir avoir cette vie-là, et c'est simple, c'est pas 10 000 trucs. Je déménage, je surfais, et 3 mois après, je fais 10 000 balles par mois. 5, 6 ou 10, je me rappelle plus exactement. Et donc, des fois, ça tient à ça. Et ouais, la vie elle est trop précieuse pour passer à côté pour pouvoir passer à côté de ça. Je pense que même si c'est difficile à certains moments, qu'on voit plus le truc, toujours s'accrocher à cette vision qu'on a eue à un moment donné et la poursuivre, même si des fois ça prend plus de temps, ou même si des fois c'est difficile. Et c'est difficile, parce que des fois il faut lutter, des fois il faut relâcher, et des fois il faut avancer sans rien sentir. Ouais. Ouais. Bon bah écoutez, si jamais vous avez des idées même de sujets ou de personnes invitées sur ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou même un petit like. L'idée là c'est qu'on puisse sortir dans l'idéal, que ce soit avec Théo, moi ou même avec d'autres personnes, etc. L'idée c'est vraiment d'aller chercher un podcast par semaine, histoire de vraiment vous apporter full value. Donc je vous dis